Alors aujourd'hui, je suis avec Olivier Barnoin de l'université Johns Hopkins, le laboratoire en fait des physiques appliquées qui a conçu la mission DART de la NASA, qui a effectué le premier test de déviation d'astéroïdes. Ouais. Et donc, ça a en jeu un impact puisque une sonde a tapé très fort dans un astéroïde. Et il se trouve que les collisions ont joué un rôle majeur dans le système solaire depuis sa formation, puisque les planètes se sont formées par agglomération. Donc, c'était des collisions lentes qui ont permis de faire grossir des corps. Et puis maintenant, toutes les surfaces solides du système solaire sont peuplées de cratères parce que les collisions dominent. On a même dans la ceinture des astéroïdes des collisions entre astéroïdes qui génèrent de nouveaux fragments, dont certains parfois viennent vers la Terre. Alors il se trouve que cette physique des collisions est assez complexe, surtout à l'échelle d'un astéroïde. Comment est-ce qu'une onde de choc se propage dans une roche pour la casser et faire des fragments? Et avant de pouvoir l'appliquer à ces échelles, eh bien pour valider une modélisation numérique qui essaie de reproduire ce phénomène, on fait des expériences en laboratoire et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment se mènent les expériences en laboratoire? Donc Olivier, tu fais des expériences en laboratoire. Oui. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Comment ça se passe? D'habitude, il faut avoir un plan, de se décider de ce qu'on est intéressé de faire. Donc, par exemple, si vous voulez tester des modèles, des modélisations... c'est terrible. Oui, parce qu'Olivier est anglophone. Donc il nous fait l'honneur de parler en français. Donc on improvise un petit peu là-dessus. D'accord. Mais par exemple, si tu veux faire des modélisations et tester des modèles que tu veux ensuite utiliser à des échelles planétaires, parce qu'on ne peut pas toujours faire ces comparaisons d'une expérience toute petite à 30 cm à quelque chose que tu fais sur une planète à des kilomètres de taille, tu dois faire des expériences où tu peux vraiment développer et tester les numériques qui sont derrière les modèles. Voilà, tu veux tester au moins la physique, le fait qu'elle soit bien reproduite dans les modélisations en la comparant au moins à une expérience. Donc, un genre d'expérience, par exemple, ce que tu voudrais faire, c'est peut-être prendre un bloc que tu comprends bien les propriétés de force. Donc, c'est quoi les blocs? C'est quels matériaux? Ça peut être n'importe quel matériau. Moi, je pense plutôt maintenant, peut-être ce pourrait être, par exemple, les expériences de Nakamura, etc., que tu as en fait modélisé à une époque. C'est des Japonais qui ont pris des cibles en basalte. C'était des basaltes. Ouais. Mais je suis aussi sûr qu'ils ont pris des pierres ponces. Aussi du verre et qu'ils ont collé ensemble avec de l'époxy. Donc, on connaît toutes les propriétés de ces matériaux-là et puis après, on les tire dessus, on regarde ce qui se passe, on filme avec des films incroyablement haute vitesse. En fait, j'ai plein de films avec moi qu'on devrait peut-être sortir. Et ensuite, tu utilises ta modélisation. Là, tu peux pratiquement comparer un à un ce qui se passe parce que tu peux reproduire exactement ce même bloc dans ton ordinateur. Tu suis la physique, tu peux regarder l'information des éjectats. Donc en fait, ce que tu regardes, c'est tu fais des fissures. Des fissures, voilà. En fait, tu mets dans une chambre une cible, tu tires dessus à des dizaines de milliers de kilomètres heure. C'est ça, c'est jusqu'à 10 km par seconde, 7-8 km par seconde. D'habitude, c'est moins de 7 km par seconde. Voilà. Parce que la plupart des systèmes que tu as maintenant, c'est des systèmes à des canons à double étage. Double étage, exactement. Des canons à gaz, en fait. Ouais, c'est des canons à gaz. Et là, ils arrivent pas à excéder plus de 7 km à l'heure. Et c'est des 7 km par seconde. 7 km par seconde, pardon. Et c'est des petits projectiles qui font quelques millimètres. On dit, aux États-Unis, c'est toujours un quart de puce. Donc, un quart de puce. C'est à peu près un demi-centimètre. Ouais, c'est ça. Que tu tires à 5-6 km à l'heure. Ce qui est d'ailleurs 5-6 km par seconde, c'est les vitesses moyennes entre astéroïdes d'ailleurs. Oui. Entre Mars et Jupiter, les astéroïdes là, sont à peu près dans le bon régime de vitesse. Pour ça, oui. Ouais. Pour les expériences où tu t'intéresses un peu plus sur les processus planétaires, d'habitude, tu n'arrives pas à les vitesses qu'il faut. Par exemple, sur la Lune, la plupart des impacts, c'est entre 15 et 20 kilomètres par seconde. Kilomètres par seconde, exactement. Là, ça devient difficile. Alors là, il y a peut-être des lasers qui peuvent être utilisés pour simuler un impact à haute vitesse. Oui, mais il y a aussi pas mal d'expériences qui ont été faites avec ça. C'est des canons magnétiques. Ah oui. Où tu mets ton projectile dessus et là, tu peux les faire accélérer à plus de 10 km par seconde. D'accord. Mais
C'est Et donc, que dans quelques endroits où ils font ça. ouais, il y a au Japon, à Osaka. Sandia aussi aux États-Unis. Et donc, en fait, avec les caméras, on observe à des angles différents et on prend des dizaines de milliers d'images par seconde. Exactement. Parce que le phénomène, il dure quelques microsecondes, en fait. Microsecondes. Surtout dans les échelles d'expérience. Ouais. Sur les échelles planétaires, ça peut prendre des secondes. Bien sûr. Même des heures en microgravité. En microgravité. Donc, c'est quand même intéressant de comprendre un peu cette différence. Et donc, tu fais tes expériences à NASA Ames. C'est un canon qui est vertical, c'est ça? Oui, j'allais commencer à un peu discuter de ce genre de truc. Ça, c'est quand tu veux faire un peu les processus planétaires. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on peut pas arriver à des dizaines de kilomètres par seconde avec nos projectiles, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'utiliser des matériaux qui sont beaucoup plus faibles, du sable par exemple, parce qu'on comprend déjà que quand tu as une échelle planétaire, tu as cet énorme impact, il casse tout. Et puis en fait, après ça, tu commences à éjecter tous les matériaux, tout ça. Donc tu commences déjà avec un matériau cassé. Qui est cassé, ouais. Voilà. Okay. Tu utilises ça. Et puis ensuite, tu tires maintenant à 5 secondes. 5 km par seconde. Mais tu es vertical où tu peux même être oblique. Et là, tu commences à vraiment comprendre le processus. Ah oui, t'es obligé d'être avec un canon vertical parce qu'un sable, si tu le mets comme ça, oui, bien sûr, ça tombe. C'est complètement inutile de le faire comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux faire ce genre d'expérience. Au Japon, il y a des canons, mais ils sont très lents. Donc là, c'est plutôt 300 mètres par seconde. Ah oui. Nous aussi, on a maintenant un canon qui marche à 300 mètres par seconde. Ça, c'est au laboratoire de physique appliquée. On va commencer à voir un nouveau canon bientôt qui va aller jusqu'à 4 ou 5 kilomètres, mais il n'est pas encore prêt. Donc, pour moi, depuis plus de 25 ans, je fais des expériences à Ames. J'ai commencé à regarder sur des expériences sur Mars pour essayer de comprendre quel était l'effet de l'atmosphère pendant la formation des éjectats mobiles que tu vois sur Mars, par exemple. Donc ça, c'est NASA Ames qui est en Californie. Voilà. À l'époque, ça c'est il y a plus de 20 ans, on avait des vidéos avec la cassette qu'on regardait. Maintenant, je suis pas sûr que les jeunes auditeurs savent même ce que c'est qu'une cassette. C'est cassette vidéo. Une bande magnétique. Voilà. Maintenant, on a des appareils caméra qui te prennent des milliers d'images par seconde. D'images par seconde. Donc on peut suivre exactement le processus, comment le cratère se forme. Exactement. Et voir comment les éjectats sont éjectés. Oui. Et une des choses qu'on a vraiment appris, que c'était pas un processus catastrophique. Quand on regarde dans les films explosion, c'est toujours boum, tout part dans tous les sens. C'est pas du tout ça. Un impact, c'est en fait très systématique. Il y a 3 phases qu'on a appris tout à cause des expérimentations. Donc, il y a la pénétration qui commence au début, le projectile qui commence à entrer. Une fois que le projectile et le choc a traversé le projectile, il y a la phase qui s'appelle l'excavation. Ouais. Là, c'est très clair. Tu as un beau cône qui sort, qui avance gentiment. C'est très systématique. Et puis, en fait, éventuellement, une fois que tout ça c'est fini, il y a la gravité qui commence à jouer un rôle et il y a la modification. Donc, le cratère, en fait, est surélevé et il commence à se tomber sur lui-même. Et tout ça, c'est appris à cause d'expérience. Parce que on peut pas modéliser toute cette période parce que c'est beaucoup trop long. Oui. C'est très difficile le temps de calcul serait énorme. Et en fait, la forme du cratère final va dépendre si on est dans... Il y a plusieurs régimes. Voilà, exactement. Si c'est en fait la résistance du matériau qui contrôle le cratère, donc si on doit casser, et c'est ça qui contrôle tout, à ce moment-là, on aura un cratère plutôt comme un bol. Voilà. Ou alors, comme tu dis, si jamais on va dans un matériau qu'on casse d'abord complètement parce qu'on a des échelles énormes, et à ce moment-là, une fois que le matériau s'est échappé, le cratère se relaxe sous l'effet de la gravité et on peut avoir ce qu'on appelle des anneaux sur le côté, ou alors même comme quand on fait tomber un sucre dans un café, ça fait plouf et puis le café au milieu remonte. Exact. Alors, sauf que comme c'est liquide, ça revient. Et puis, ça peut faire des vagues. Donc, ça peut créer même des... C'est ça. Mais qui se fige dans le cas d'un matériau solide. Et donc, ça explique, comme vous le voyez parfois sur la Lune, ce qu'on appelle un pic central, qui est en fait l'équivalent du sucre dans le café qui a fait remonter le café au milieu, mais qui est pas retombé parce que ça s'est rigidifié. Voilà. Et ça nous permet... Et ça a été compris grâce aux expériences. C'est toutes aux expériences, ça. Ça tout fait dans les années 70, voilà, il faut savoir 80. Exactement. Il faut savoir pour les auditeurs que d'abord, on a tout le temps envie de parler en même temps, mais ça, c'est normal.
et qu'en plus, on se connaît depuis tellement longtemps. Et en plus, il faut savoir que les cratères sur la Lune, avant de comprendre cette physique, qui nous explique pourquoi ils sont comme ça, eh bien, avant même le retour des échantillons de la Lune par les missions Apollo, la communauté scientifique était persuadée que c'était des volcans. Parce qu'on ne savait pas interpréter un trou sur un autre corps, à savoir est-ce que c'est du volcanisme, est-ce que c'est des impacts, parce qu'on ne savait pas tout ça. Ouais. Et en fait, les échantillons qui ont été ramenés nous ont montré d'abord que le volcanisme, il a plus lieu sur la Lune depuis des centaines de millions d'années. Donc, les cratères que l'on voit, il y en a trop pour qu'ils soient aussi vieux. Et d'autre part, grâce aux expériences qui ont été faites, notamment par Olivier, eh bien, cette morphologie des cratères, qui ressemble à ceux qu'on a sur la Lune, eh bien, ressemble à ceux qu'on produit dans les expériences en laboratoire. Ouais, exactement. Et en fait, maintenant, c'est à cause de toutes ces expériences, à cause de ce qu'on a appris de la Lune, qu'on comprend que, en fait, la formation des cratères, c'est probablement le plus important processus dans le système solaire. Il y en a partout. Et il y en a partout. Et ça nous permet de dater les surfaces en comptant les cratères, en mesurant leur taille, en connaissant la population des impacteurs, quelle est leur taille aussi, en ayant une relation entre taille de l'impacteur et taille du cratère, on peut déduire combien de temps il a fallu pour une surface pour accumuler ces cratères, ça nous donne la chronologie. Mais pour ça, il faut bien comprendre la relation entre la taille d'un projectile et la taille du cratère qu'il fait. Donc, et ça vient tout par les expériences. Ça vient tout par les expériences et un peu les modélisations. En tant que modélisateur, les expériences sont extrêmement importantes parce que, vous savez, les simulations numériques, on peut mettre une physique complètement fausse et reproduire quelque chose qui nous semble juste. Mais ça l'est pas forcément. Donc, pour pouvoir le vérifier, il faut pouvoir avoir un moyen de contrôler la bonne physique et de pouvoir reproduire une expérience. Et ces expériences-là, qui sont extrêmement bien documentées, qui nous donnent les propriétés mécaniques de la cible qu'on rentre dans l'ordinateur comme condition initiale, qui nous donnent aussi la vitesse, la taille du projectile, qui est aussi une condition initiale. Et bien ensuite, elles observent le résultat final en termes de distribution en taille des fragments ou taille du cratère. Et les modélisations, si elles ne peuvent pas reproduire ça, c'est même pas la peine d'essayer de les appliquer à d'autres cas qui nous intéressent dans le système solaire. Parce que ça veut dire que déjà, la physique est pas bien reproduite. D'où la première étape fondamentale, c'est d'avoir un grand nombre d'expériences, parce qu'il y a plein de matériaux. On peut avoir des bons modèles pour un matériau, mais pas pour un autre, en fonction de la porosité, par exemple. Du métal, c'est pas de la roche. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire des campagnes d'expérience sur un grand nombre de matériaux pour s'assurer qu'on n'a pas qu'un point de validation, mais plusieurs pour différents matériaux. Et ensuite, avoir une expérience à la grande échelle. Et là, la mission DART, par exemple, qui va être, dont le résultat va être mesuré par la mission ERA de l'Agence spatiale européenne, c'est la première expérience entièrement documentée qu'on aura. Tout à fait. Donc ça, c'est fantastique. Et même, en fait, l'autre truc qui est vraiment intéressant avec les expériences, c'est que on peut utiliser les cratères pour essayer de comprendre non seulement l'âge des surfaces, mais quelles sont les propriétés de la surface elle-même. Elle-même. Exactement. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on crée des éjectats qui sont fluides sur Mars? Ou pourquoi les éjectats sur Vénus ont l'air très lobés aussi? Ah oui, ils ont la couverture d'éjectats. C'est pas vraiment la même forme que sur la Lune. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est les expériences qui vous aident à comprendre ces genres de processus et qui te permettent à dire, sur Vénus, bien sûr, l'atmosphère est très importante, ça change la formation de l'éjectat, ça peut même altérer la taille des cratères, c'est possible. D'ailleurs, c'est même l'âge, ça pourrait changer l'âge. Oui, absolument. Mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu constater que la surface de Ryugu, l'astéroïde qui a été visité par la mission Hayabusa 2 japonaise, qui fait 900 mètres de diamètre, eh bien, c'est grâce au cratère qui a été fait par une expérience. Donc, un projectile a été lancé de 2 kg à 2 km par seconde sur la surface. Et c'est parce qu'on a vu que le cratère fait était beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, qu'on a pu en déduire que la surface n'a quasiment pas de résistance. Et on a aussi vu que les éjectats étaient encore attachés, qu'ils n'étaient pas perdus. Exactement, ils sont revenus en dépit de la faible gravité. Donc, effectivement, c'est aussi un diagnostic des propriétés de surface. En fait, ça marche dans tous les sens. En gros, la physique des collisions nous renseigne énormément, non seulement sur l'histoire du système solaire, mais sur ses propriétés physiques, sur des datations de surface, etc. C'est pourquoi on a une grande activité. Et je tiens à souligner qu'en France, nous avons une grosse communauté de la physique des impacts, pas nécessairement appliquée à la planétologie, bien que maintenant, grâce à nos interactions, ils s'y mettent,
mais qui a une fédération qui s'appelle Chocodine et qui fait des impacts notamment avec des lasers pour justement atteindre des vitesses encore plus grandes. Et maintenant, se met aussi au choc de mécanique. Donc, on a aussi une activité multidisciplinaire, des gens qui s'intéressent aux impacts pour d'autres raisons, les débris spatiaux par exemple, et puis les gens qui s'intéressent à dévier des astéroïdes ou alors à comprendre l'histoire du système solaire. Et ben, nous, on est un peu au milieu de tout ça. On est au milieu. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Je t'en prie. Merci pour l'effort d'avoir parlé en français avec moi. Pas facile. Parler en français scientifique, c'est toujours plus difficile. Voilà. Mais c'était génial. Et d'ailleurs, nous allons revenir tous les deux pour un autre podcast. Ok. Merci. Super. Merci.